Pendant des siècles, le poison a été une méthode courante d'assassinat, remontant jusqu'à l'Empire romain. Il a retrouvé de la popularité dans l'Europe médiévale, puis de nouveau du XVIIIe au XXe siècle. C'est souvent une méthode préférée par les femmes, qui sont 7 fois plus susceptibles que les hommes de tuer par empoisonnement. En partie parce que c'est une méthode discrète qui laisse peu de traces, contrairement à un passage à tabac ou à un coup de feu. Bien qu'il soit aujourd'hui beaucoup plus facile d'identifier du poison dans l'organisme d'une personne décédée, cela ne mène pas toujours à un véritable suspect. Rejoignez-nous pour la vidéo d'aujourd'hui, alors que nous examinons 3 affaires troublantes d'empoisonnement qui restent non résolues à ce jour. Urouj Khan. Urouj Khan, 46 ans, était un immigré indien installé à Chicago depuis les années 1980, décrit par sa femme Shabana Ansari comme un bourreau de travail et un homme généreux. Urouj s'était construit une vie brillante aux États-Unis, ouvrant son premier pressing en 2004 et développant son entreprise au cours des années suivantes. Suite à son succès professionnel, il a mis fin à son habitude de jouer, qui consistait principalement à acheter des billets de loterie et à acheter plusieurs propriétés dont la plupart étaient mises en location. Mais tout a changé pour Urouj et ses proches lorsqu'il a décidé d'acheter 2 tickets à gratter de $30 dans un 7-Eleven en juin 2012 malgré sa promesse d'arrêter. En grattant ses tickets, il a crié « J'ai gagné 1 million !» Il a ensuite choisi de recevoir un paiement unique d'environ $60 000, soit environ $425 000 après impôt. Puisque l'Illinois exige que la plupart des gagnants de billets se présentent à une conférence de presse, en partie pour prouver que l'État verse bien ses prix. Urouj s'est rendu avec sa femme et sa fille pour récupérer son chèque géant et poser pour des photos. L'événement a peu attiré, mais selon tous, l'homme de 46 ans était très enthousiaste concernant ses gains. S'engageant à faire un don à l'hôpital de recherche pour enfants Saint Jude et à investir une partie de l'argent dans son entreprise, il a déclaré « Gagner à la loterie signifie tout pour moi ». Ce soir-là, il a dîné avec sa femme, sa fille et son beau-père. Quelques heures plus tard, il a été hospitalisé d'urgence et déclaré mort le lendemain. On pensait qu'il était mort d'une maladie cardiovasculaire artérielle scléreuse et personne n'a même envisagé de demander une autopsie car sa mort ne semblait pas suspecte. Le médecin légiste qui a travaillé sur l'affaire n'a trouvé aucun signe de traumatisme et ses analyses sanguines n'ont révélé ni opiacés, ni alcool, ni monoxyde de carbone, ce qui a conduit à la conclusion que sa mort était naturelle. Cependant, la famille d'Urouj a trouvé sa mort suspecte, en particulier son frère Imtiaz Khan, qui a supplié les autorités de réexaminer l'affaire. Il craignait qu'il se passe quelque chose car il y avait des tensions dans la famille à cause du gain à la loterie d'Urouj. Des analyses supplémentaires ont révélé qu'Urouj avait reçu une dose mortelle de cyanure, ce qui a poussé la police de Chicago à ouvrir une enquête pour homicide et à faire exhumer le corps de l'homme de 46 ans. D'autres examens du corps, comprenant des analyses d'échantillons des poumons, du foie et de la rate, se sont toutefois révélés non concluants. Bien que la toxicologie ait révélé la présence de cyanure dans le sang d'Urouj, on n'en a pas trouvé dans ses tissus ni dans son système digestif. La seule chose trouvée était un résidu non spécifique. Cependant, des experts ont noté qu'il était probable que le cyanure ne soit plus présent dans le corps, car 6 mois s'étaient écoulés depuis son enterrement. Ils ont précisé que le cyanure a une courte demi-vie et peut disparaître pendant l'intervalle post-mortem, à moins que les tissus ne soient correctement préservés. Dans ce cas, en raison de la putréfaction avancée des tissus, aucun cyanure n'a été détecté. Malgré ces nouvelles informations, les réponses dans l'affaire d'Urouj ne sont jamais venues. Son frère a exprimé sa frustration déclarant « Je reçois toujours la même réponse. Ils cherchent un témoin. Combien de temps cela va-t-il prendre ? Qui pourrait y être le témoin ?» Une source policière a indiqué que l'enquête stagnait, pensant qu'un proche du quadragénaire de 46 ans en savait plus qu'il ne le laissait croire. Urouj n'ayant pas laissé de testament, sa famille s'est disputée sa succession.
Finalement, sa fille a reçu environ 250 000 dollars de biens et un tiers de ses gains à la loterie. Sa veuve a reçu le pressing, d'une valeur de plus d'1 million de dollars, ainsi que les 2 tiers de ses gains. Les tensions familiales ont augmenté lorsque Harouj a gagné à la loterie. Selon les informations, l'administration fiscale américaine s'est rendue chez lui en 2011 pour récupérer 120 000 dollars d'arriérés d'impôts que son beau-père devait, mais ils n'ont pas pu récupérer l'argent. Après sa mort, le frère d'Harouj s'est inquiété que sa fille Jasmine ne reçoive pas sa juste part des biens de son père, ce qui l'a poussé à poursuivre en justice la veuve de son frère au sujet de la succession. Après la mort d'Harouj, Jasmine, sa fille d'un précédent mariage, est partie vivre chez sa tante et son oncle. La veuve d'Harouj, qui avait 32 ans au moment de sa mort, a déclaré « Je veux que la vérité éclate lors de l'enquête. Le plus tôt sera le mieux. Qui pourrait lui avoir fait du mal ?» Elle a ajouté « Période incroyablement difficile. Nous sommes passés du bonheur le plus total au jour où nous avons reçu le chèque. C'était le meilleur sommeil que j'ai eu. Et le lendemain, tout avait disparu. L'affaire d'Harouj n'est toujours pas résolue. » Les meurtres vaudous de Sainte Croix. Dans la nuit du 18 novembre 1988, les autorités de l'île de Sainte-Croix ont été appelées sur les lieux d'un léger accident de la route. Une femme du coin nommée Radha Maharaj était la victime du crime, semblant avoir souffert de blessures internes. Elle a été rapidement transportée à l'hôpital mais est décédée en chemin. Cette même nuit, à environ 25 km de l'accident de la route, le corps d'un homme a été retrouvé. De façon glaçante et l'homme était le mari de Radha, Krishnadat. Les vêtements des deux personnes s'étaient de trempés d'eau de mer et il a été découvert qu'ils étaient tous deux morts d'un empoisonnement au cyanure. Pour ajouter encore plus de mystère à leur mort, environ 25 000 dollars en liquide que le couple aurait emprunté et emporté disparu. L'empoisonnement au cyanure était rare sur l'île, mais la mort des Maharajas portait le nombre de cas à 5 depuis 1984. Comme le poison était utilisé si rarement, les enquêteurs ont commencé à soupçonner que les 5 décès étaient liés et peut-être connectés à des rituels vaudous ou OBA. Bien que le vaudou ne soit pas intrinsèquement dangereux, les malédictions et les sorts sont utilisés dans ce qu'on appelle l'OBA. Le meurtrier non identifié du couple, également responsable de 3 autres meurtres sur l'île, a été surnommé l'homme OBA. Les autorités pensent que cet homme prétend être un pratiquant de rituels vaudous et accepte de les exécuter en échange d'argent. Dans les mois précédant leur mort, les Maharajas, qui possédaient une épicerie locale, ont contracté un prêt pour aider à développer leur entreprise. Mais ils ont peiné à rembourser. Selon les filles de Radha, qui aidaient à gérer le magasin, le couple a commencé à recevoir des appels téléphoniques quotidiens d'un homme non identifié. Ils demandaient à parler à leur beau-père, qui leur disait alors d'attendre dehors pendant qu'ils parlaient en privé avec l'appelant. 3 semaines avant leur meurtre, le couple avait rapporté chez eux 25 000 dollars en liquide empruntés à plusieurs membres de leur famille. Interrogés sur l'argent liquide, Radha a expliqué à leur fille qu'ils en avaient de besoin pour payer l'appelant qui les harcelait. Elle n'a donné aucune information permettant d'identifier l'homme, ni aucun détail supplémentaire sur l'arrangement. L'une des filles se souvient: ils étaient très tendus, surtout quand je parlais à ma mère de ce qu'ils faisaient. Elle n'aimait pas que je pose certaines de ces questions, et elle essayait de me répondre le plus vite possible puis changer de sujet. Dans un autre cas, les filles ont de nouveau interrogé leur mère. Elle nous a dit que c'était ce qu'elle devait payer au monsieur. Alors je lui ai demandé « Eh bien, pourquoi ?» Elle a dit « Eh bien, ne me pose pas de questions, d'ici lundi, tu sauras de quoi il s'agit. » Le jour des meurtres, Radha a quitté la maison familiale à 19h30 et a conduit sa voiture vers l'est. Ses filles l'ont remarqué parce qu'il n'était pas dans ses habitudes de sortir seul la nuit. Leur beau-père a fait de même à 20h, conduisant sa voiture dans la direction opposée. Les événements jusqu'à 21h30 restent flous. La voiture de Radha a été vue près d'une plage locale roulant en roue libre sans conducteur. À leur arrivée, les autorités l'ont trouvée inconsciente et mourante. Krishnandat, quant à lui, a été découvert vêtu uniquement de son pantalon. À première vue, il y avait des soupçons de suicide en raison de leur entreprise en difficulté et de leur situation financière difficile.
Mais lorsque les résultats ont révélé que le couple était mort d'un empoisonnement au cyanure, il est devenu évident qu'il existait un lien entre ces meurtres et les précédents décès par empoisonnement au cyanure. Le premier empoisonnement date de 1984. La victime était Haig César, âgé de 38 ans, retrouvé mort dans sa voiture le matin du 24 mai, l'autopsie ayant conclu qu'il était décédé d'un empoisonnement au cyanure. Lors de leur enquête, les autorités ont découvert que, quelques semaines avant sa mort, Haig avait rencontré un inconnu lui disant que des bocaux de pièces étaient cachés sur sa propriété, gardés par des esprits, et qu'il pouvait l'aider à s'en débarrasser. Cela coûterait 10 000 $ à Haig. Quand il aurait assez d'argent, l'homme a dit qu'il pourrait donner à Haig une potion pour l'aider à trouver les pièces. La police soupçonne que la potion contenait le cyanure ayant tué Haig. Sa femme a expliqué plus tard. Quand j'ai découvert tout l'argent qu'il empruntait et tout l'argent liquide qu'il avait retiré de nos comptes et tout le reste. Sans même me prévenir, j'étais vraiment très en colère à ce sujet. J'étais choqué dans l'ensemble, simplement choqué qu'il soit allé aussi loin. La deuxième intoxication a eu lieu 2 ans après, en 1980, si Edsel Striden et Carmen Torres, comme les Maharajas, étaient des petits commerçants qui tenaient un bar local et qui avaient récemment contracté un prêt. Edsel et Carmen ont reçu leur prêt en espèces de 54 000 $. Le 13 septembre, ils ont pris leur voiture et sont partis. 3 heures plus tard, Carmen a été retrouvée morte à environ un demi-mile de l'endroit où Rada a été découverte. En 1989, son partenaire a été retrouvé dans un camion sur une plage voisine. Carmen et Edsel étaient morts, empoisonnés au cyanure, et leurs 54 000 $ en liquide avaient disparu. Peu de progrès ont été réalisés dans ces affaires depuis les années 1980. Les meurtres n'ont jamais été résolus et le tueur court toujours. Les autorités n'ont aucune autre description de lui que celle-ci. Il a un fort accent français antillais. Ils ont ajouté qu'il voyage probablement à travers les États-Unis ainsi que dans les Caraïbes. Patsy Wright. Patsy Wright, 43 ans, était connue pour son sourire éclatant et son rire communicatif. Cavalière talentueuse, elle était aussi une femme d'affaires avisée et fortunée, propriétaire du Great Southwest Wax Museum. Elle avait récemment acheté un ranch de 30 acres à Aledo, au Texas, où elle prévoyait de garder ses chevaux et de mener une vie plus rurale. La nuit du 22 octobre 1987, après une répétition pour le spectacle d'Halloween du Wax Museum, Patsy rentra chez elle à Arlington mais ne parvint pas à dormir. Vers 3 heures du matin, elle prit une dose de Nyquil dans l'espoir que cela l'endormirait, mais à l'insu de Patsy. Il avait été mélangé à de la strychnine, une substance incolore et amère connue pour provoquer des réactions extrêmement douloureuses chez l'homme. Les symptômes d'une exposition à ce poison incluent des spasmes musculaires et des convulsions généralisées, l'hypothermie, la perte de conscience et la paralysie des voies nerveuses, ce qui conduit à l'asphyxie. Les personnes exposées à la strychnine meurent généralement en 2 à 3 heures. C'est généralement considéré comme une méthode de meurtre exceptionnellement cruelle. Le lendemain, amis et famille ont appris la mort de Patsy. Leslie s'est rappelée quand elle a appris la mort de sa mère. Elle était tellement pleine de vie, elle était en si bonne santé, il n'y avait rien qui n'allait pas chez elle. Et quand c'est arrivé, tu es juste stupéfait parce que tu n'aurais jamais imaginé que ça puisse lui arriver. La sœur et le beau-frère de Patsy ont fait la découverte. Sally Horning fut réveillée tôt le matin par sa sœur qui lui annonça avoir pris des médicaments contre le rhume et se sentir mal, avant de s'effondrer. Alors qu'elle était au téléphone, Sally a réveillé son mari. Ensemble, ils se sont précipités chez la femme de 43 ans, ont défoncé la porte et l'ont trouvée dans la chambre, raconte Sally. Elle avait juste l'air de s'être évanouie, alors j'ai pensé que c'est ce qui s'était passé. Alors nous avons essayé de la relever, mais ça n'a pas marché. Rien ne paraissant suspect sur place, personne ne savait alors que la mort de Patsy était intentionnelle. Ce n'est qu'après ses funérailles qu'une autopsie de routine a été effectuée, révélant qu'elle avait été empoisonnée à la strychnine. Comme Sally avait mentionné que sa sœur avait pris un médicament contre le rhume avant de se coucher, la bouteille chez elle a été testée, révélant qu'elle contenait du poison. Notamment, la strychnine utilisée pour le meurtre était sous forme de poudre pure, le type le plus concentré disponible. Peu de commerçants vendèrent ce produit, et les enquêteurs espéraient que quelqu'un s'en souviendrait, mais personne ne s'est manifesté.
Les forces de l'ordre ont écarté la falsification du produit et le suicide, et ont qualifié la mort d'homicide. Les autorités ont trouvé suspect que l'alarme anti-intrusion de Patsy n'ait pas été activée la nuit de sa mort. Ils ont également constaté que seules les personnes proches de Patsy, âgées de 43 ans, étaient au courant de son habitude de prendre des médicaments contre le rhume lorsqu'elle n'arrivait pas à dormir. Au début, la police se méfiait fortement de Sally et Steve. Ils ont constaté que Sally et Patsy étaient copropriétaires du musée de cire et que Patsy, 43 ans, était décédée. Le couple marié le gérerait, leur assurant un revenu confortable. Des amis ont aussi dit à la police que Patsy n'aimait pas Steve, l'accusant de dilapider l'héritage de Sally et d'endetter le couple. Elle a tenté de prendre des dispositions au cas où il lui arriverait quelque chose, à elle ou à Sally, afin que Steve ne reçoive pas leur argent provenant du musée ni n'hérite du musée lui-même, mais elle est décédée plusieurs semaines avant de pouvoir parler à Sally de ce qu'elle ressentait. La veille de sa mort, elle aurait déclaré qu'elle ne voulait pas que Steve soit près d'elle. Les enquêteurs savaient aussi que Steve avait tenté de réanimer sa belle-sœur en lui faisant du bouche à bouche. Ils savaient que s'il était le meurtrier, ce serait risqué de le faire en sachant la présence de poison dans son corps. Steve avait dit aux ambulanciers que pendant la réanimation, beaucoup de liquide vert était remonté de sa gorge. Et je recrachais continuellement cela sur le lit, où il y avait une serviette là, si je me souviens bien. Les ambulanciers ont contesté Steve, affirmant qu'un liquide clair, non vert, sortait de la bouche de Patsy. Un ambulancier a affirmé que Steve n'avait pas correctement pratiqué la réanimation, suscitant des soupçons sur une possible volonté de mal faire, ou que lui et Sally avaient menti sur le fait qu'ils l'avaient fait. Sally, Steve et d'autres membres de la famille ont passé et réussi les tests au détecteur de mensonges. Robert Cox, l'ex-mari de Patsy, a aussi été interrogé. Il a refusé le test au détecteur de mensonges. La police a trouvé Robert intéressant parce que Patsy avait demandé une ordonnance restrictive contre lui, affirmant qu'il l'avait harcelé pendant leur séparation, y compris en lui disant qu'il connaissait des gens capables d'éliminer quelqu'un. Patsy devait également témoigner contre Robert, qui était impliqué dans un procès civil avec sa compagnie d'assurance. Il avait été accusé d'avoir volontairement incendié son entrepôt en 1983 et le témoignage de Patsy, d'après tout le monde, était un vrai coup dur pour Robert. Elle était morte un peu plus d'une semaine avant le début du procès et Robert a gagné l'affaire. Aucune preuve n'a lié Robert à la mort de Patsy. Hormis le médicament contre le rhume trafiqué, l'unique indice était la possibilité que quelqu'un ait été avec Patsy cette nuit-là, suggéré par 2 assiettes vides sur un plateau près de son lit. La police a supposé qu'elle avait reçu une personne proche avant de se coucher, puisqu'ils étaient venus si tard. Un rapport indique que Patsy avait une sorte de petite amie, mais il n'est pas clair s'il s'agissait de la personne présente cette nuit-là, car elle voyait également d'autres personnes. Un autre suspect dans l'affaire était Bill et Bonnie Alexandre, le couple qui hébergeait les chevaux de Patsy. Sa famille a soupçonné le couple lorsqu'ils ont appris que les chevaux étaient à leur nom plutôt qu'à celui de Patsy et qu'ils avaient reçu un chèque de Patsy, la veille de sa mort. Les Alexandre ont rempli le montant comme étant de 4 000 $, même si un ami se souvenait qu'ils avaient demandé à Patsy si elle avait des chèques en circulation. L'ami aidait la femme de 43 ans avec ses finances et elle a dit qu'elle n'en avait pas. Bonnie Alexandre a déclaré que les chevaux étaient à leur nom pour empêcher Steve d'y accéder si quelque chose arrivait à Patsy. Elle a précisé que le chèque de 4 000 $ couvrait la pension et les frais d'inscription au concours. La famille de Patsy, quant à elle, a suggéré que Bill Alexandre s'était entiché d'elle et l'avait tuée lorsqu'elle l'avait rejetée. On ne sait pas vraiment pourquoi ils pensent cela, car il n'y a aucune preuve pour étayer cette théorie. Il n'y a même aucune preuve que leur relation était autre chose que professionnelle. La seule chose à laquelle les enquêteurs pouvaient nous penser qui aurait un lien potentiel avec les Alexander, c'est que la strychnine était parfois utilisée pour soigner les chevaux. Les Alexander ont passé et réussi des tests au détecteur de mensonges, satisfaisant ainsi les autorités. Le dernier suspect dans l'affaire était un ancien petit ami de Patsy, nommé Léo Fix. Léo possédait une entreprise de produits chimiques, ce qui a suscité des rumeurs sur son accès au poison. Il paraît aussi que leur relation s'est dégradée après que Patsy ait dit à Léo qu'elle refusait de se marier. Un informateur anonyme a dit à la police que Léo était sorti avec une femme d'Arlington assassinée en 1987. Cependant, cela n'a pas donné grand-chose. Léo a affirmé qu'il n'avait pas été proche de Patsy depuis des mois et que, lorsqu'il l'avait vue, c'était en public, en passant.
Les enquêteurs ont établi que l'entreprise de Léo ne produisait ni n'avait accès à la strychnine et il a réussi le test au détecteur de mensonges. Le lendemain du décès de Patsy, une femme a appelé sa fille pour parler à la femme de 43 ans. Lorsque Leslie a dit que sa mère n'était pas disponible, la plante l'a ignorée et a insisté pour parler à Patsy. Finalement, Leslie a dit que sa mère était décédée récemment. L'appelante aurait répondu « Eh bien, tant mieux, je la voulais morte ». Leslie a ensuite raccroché le téléphone. On ne sait toujours pas s'il s'agissait d'un canular ou de quelque chose de plus grave. Le musée de cire de Patsy et Sally a brûlé en 1988 au... Bien qu'on ait d'abord soupçonné qu'un boîtier électrique défectueux ait causé l'incendie, la cause a ensuite été modifiée, passant d'accidentel à indéterminé. Certains enquêteurs pensaient que l'incendie pouvait être d'origine criminelle en raison de la rapidité avec laquelle il s'est propagé. Mais aucun test n'a été effectué pour déterminer si un accélérant avait été utilisé. Les dossiers originaux de l'enquête ont été volés d'un tiroir fermé à clé dans une pièce verrouillée du service d'incendie de Grand Prairie. Ils n'ont jamais été retrouvés. Le meurtre de Patsy et la nature exacte de l'incendie de l'entrepôt survenu plus tard restent non résolus. Et voilà les faits. Veuillez laisser un commentaire ci-dessous avec vos propres théories et spéculations et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé, restez vigilants, restez en sécurité et je vous dis à la prochaine fois.